Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission hebdomadaire She Knows de Iris News qui passe en direct sur la radio Indondiculture 88.2 et 99.9 MHz. Aujourd'hui, notre invitée du jour est une femme qui a su faire ce que beaucoup pensaient impossible. Elle a su s'imposer et faire de son rêve une réalité. Notre invité du jour n'est autre que le docteur Nahima Nakaitas, hépato-gastro-entérologue à la nouvelle polyclinique centrale de Bujumbura. Bienvenue, docteur. Merci, bonsoir. Merci. Nous allons directement passer à notre discussion d'aujourd'hui, ce qui portera sur le leadership et l'autonomisation de la femme. Première question, à quel moment avez-vous compris que la médecine serait votre voie? Je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie pour le choix des sujets. Pour ceux qui nous écoutent, je m'appelle Dr Naima Nakaitas. Vous m'avez bien présenté. Je suis médecin spécialiste hépato-gastro-entérologue. Je suis la première femme qui a fait le parcours d'hépato-gastro-entérologue dans le monde burundais où cette spécialité était réservée aux médecins hommes. Waouh, ça c'est un parcours assez intéressant. Vous avez choisi d'aller là où les autres ne voulaient pas aller. Pourquoi avez-vous choisi l'hépatogastro-entérologie, étant donné que c'était pas une spécialité choisie par les femmes? Alors, de mon parcours de médecin, pourquoi à un moment j'ai pensé choisir la médecine comme la voie à suivre? D'abord, de mon ancienne expérience, je pense que c'était avant le début de l'école primaire, on m'a amené à l'hôpital, au centre de santé. Il n'y avait pas d'hôpital, c'était un centre de santé. J'ai vu un infirmier. J'ai vu un infirmier qui est venu, voyait quelqu'un qui a trop de fièvre, qui va trop mal. Et l'infirmier m'a fait une piqûre. Et cette piqûre m'a tellement soulagée, m'a procuré du confort que je me suis dit, ah, c'était vraiment la bonne personne pour soulager mon état. Et je me suis dit en tête, est-ce qu'on peut devenir celui qui est utile au bon moment à quelqu'un qui a vraiment besoin de cette aide? Alors, cette idée m'est restée. C'était avant le début de l'école primaire, il y a de cela 40 ans. Donc, arrivé à l'école secondaire, en choisissant la section scientifique B, actuelle biochimie et sciences de la Terre, j'ai choisi cette section parce que je me voyais devenir futur médecin. Futur médecin pour faire mieux que l'infirmier que j'ai vu à mon jeune âge. Alors, à un moment, pourquoi choisir la spécialité purement masculine? En rappelant mon contexte, moi, je suis née d'une famille de 4 filles, un garçon. Et avoir plus de garçons, c'était un défi. À ce moment-là, je me suis dit, bah, moi, une fille parmi les 4, je dois montrer que la fille peut. Que la fille peut finalement faire ce que fait les autres. Et finalement, dans cette famille, ne pas dire que, en fait, rien ne va parce qu'il n'y a pas d'homme. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas défier ceux qui pensent que la fille ne peut faire que du simple? Et donc, j'ai choisi de faire la spécialité médecine digestive, hépato-gastro-entérologue. Au Burundi, il n'y en avait pas une qui avait fait ça, de mémoire. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi les filles ne faisaient pas ça. Je pense que je me rappelle que vous avez fait ce parcours en France. On sait que les jeunes femmes burundaises quittaient le foyer et tout, c'était compliqué. Alors, est-ce que ça faisait partie des défis que vous vouliez surmonter? Alors, la formation de spécialiste, d'abord, après avoir fini ma médecine générale, j'étais mère de 3 enfants. À un moment, je pouvais bien faire femme au foyer, être près de ma famille, mes enfants au jeune âge. L'utilité familiale, c'était le besoin. Et comme dans ma tête, dans mon intérieur, il faut toujours faire mieux, tenter les possibles. Je me suis dit, en convenance bien sûr avec mon mari qui devait garder les enfants,
je me suis dit, même avec les enfants au jeune âge, je vais tout ranger, tout faire pour que je puisse faire cette spécialité en France, c'est loin de ma famille. Et tout cela, 3 ans d'absence en famille avec un enfant dont la plus jeune fille avait moins de 2 ans. C'était pas facile, mais quand même, j'ai osé. Waouh! Pour les jeunes filles qui nous écoutent, on dit tous chapeau. J'espère que vous êtes en train d'apprendre pour le moment. Parlons maintenant du background. On nous dit que le background façonne notre identité. Quel est le rôle que votre background a joué dans la femme que vous êtes ou le médecin que vous êtes devenu aujourd'hui? Du cursus, background, quel parcours, comment finalement pouvoir être une femme médecin bien dans sa place. C'était quoi? C'était cet environnement familial, encourageant pour les filles parce qu'il n'y en avait pas assez de garçons. C'est aussi le besoin du pain. Donc, quand on vivait là où il fallait marcher 4 kilomètres pour arriver à un centre de santé, j'ai senti ce besoin de secourir cette population, de venir en aide à tous ces malades qui n'arrivaient pas à avoir accès aux soins. L'environnement familial et puis l'environnement scolaire. De notre jeune âge à l'école primaire, et nous étions vraiment dans un coin où l'infrastructure, la route, l'école, c'était vraiment quelque chose où il fallait faire mieux. Donc, nous avons tenté d'étudier. À ce moment-là, je pense que, contrairement à ce qui se voit aujourd'hui, les enfants du primaire, ils ont beaucoup de cahiers. À ce moment-là, je me rappelle, on avait à peine 2 cahiers où il fallait mettre le kirondi, le calcul, les mathématiques. Le français, c'était pas encore en première année, en deuxième année, on apprenait le français en troisième année. Il fallait tout combiner. C'était vraiment vivre dans des conditions dans des conditions de vulnérabilité qui, en fait, ont construit ma personne, une personne résiliente à tout, résiliente en termes d'insuffisance matérielle, résiliente en termes de confort psychologique. Donc, en fait, à un moment, je me suis dit, je vais devenir une femme rare, une femme qui peut faire face à tout, une femme qui n'abandonne jamais. À ce moment-là, j'ai fait mon parcours de médecine générale. Après, je me suis dit, j'ai travaillé 2 ans à l'hôpital Prince-Sergent. Je me suis dit, c'est pas suffisant, il faut une femme spécialiste. Et quand il fallait choisir les filières, à un moment, on me disait, non, la femme, c'est mieux que vous choisissiez la pédiatrie. Je me suis dit, mais pourquoi pas, les grands hommes m'ont dit, vous savez, quand vous arrivez, en tant que femme, le plus souvent, on se dit que vous êtes infirmière. À ce moment-là, les grands médecins, c'était les internistes. Et tout, c'était masculin. À ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me mêler dans ce groupe et me faire, et me rendre plus visible. Et voilà, j'ai fait ma spécialité, je l'ai réussi. Wow. Bon, c'est très émouvant de voir que vous avez su affronter les stéréotypes de la société, mais en même temps, avec cet esprit de famille, cet esprit de je peux le faire. J'ai vu mes sœurs, j'ai vu mes proches le faire, donc moi aussi je peux le faire. Est-ce que vous pensez qu'être une jeune fille sans modèle dans son entourage peut être un frein au fait de rêver grand, d'oser rêver grand? Je pense que les filles qui ont des modèles, qui ont des tantes, des mamans qui ont fait grand, c'est facile de faire grand. Vous êtes poussé par celui qui vous éduque dès votre naissance. Vous pouvez pas rêver moins. Alors, ne pas avoir un modèle, c'est un défi. Alors, moi, je dirais que dans mon jeune âge, c'était quelqu'un qui n'avait pas assez de modèles. Donc, les modèles, c'était des hommes qui ont des officiers de l'armée, les filles, les femmes, c'était plutôt des enseignantes du primaire,
c'est plutôt des secrétaires, celle qui a pu quand même aller à l'école. Ben, il faut dire que ce qu'il faut signaler, c'est que jusqu'à notre âge du primaire, les filles, il ne fallait pas qu'elles aillent à l'école. Oh. C'était rare. Et pour ça, d'ailleurs, je remercie mon père qui a osé parce que moi, je suis la quatrième fille. Mes deux sœurs ont été à l'école. Elles ont fait leur formation. Mais c'était rare. C'était dit, les filles, il faut les réserver aux travaux ménagers. Alors, ne pas avoir de modèle, il faut être d'un courage particulier, il faut être spécial, il faut tirer des exemples. D'ailleurs, de loin, vous n'avez pas la télévision, vous n'avez pas des émissions pour dire la première, la reine d'Angleterre ou telle autre femme qui a influencé le monde. Vous n'avez pas accès à cela. Mais quand même, on rêvait, on pouvait dire, si au primaire, je suis la première, si je me range devant tous les garçons, mais pourquoi pas aller jusqu'à loin, loin, et pousser loin. Le message, ce que je peux dire à ces filles qui peinent à faire mieux parce que je n'ai pas de temps, je n'ai pas qui que ce soit, mais d'abord, il faut vouloir et garder courage et ne pas fléchir à tout. Ce n'est pas l'insuffisance matérielle, ce n'est pas le besoin qui n'est pas satisfait qui doit faire barrer votre parcours. Il faut être endurante, il faut être résiliente et ça peut. Wow. Merci beaucoup pour ce conseil. À toutes celles qui nous écoutent, ne pas avoir de modèle, ça ne constitue pas un frein, mais plutôt ça te pousse à rêver grand, à chercher plus loin que soi, à chercher à l'intérieur de soi cette volonté, cette flamme de pouvoir faire mieux. Aujourd'hui, vous êtes aussi, au-delà d'être médecin, vous êtes aussi la secrétaire du Conseil national de l'Ordre des médecins. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'occuper un tel poste? Je me rappelle, c'était en 2019. À un moment, je me suis dit, je suis un bon début de carrière de médecin spécialiste. Je prends la place parmi les spécialistes et patho-gastro-entérologues. Je me suis dit, il y a plein de choses, d'accès aux soins, la façon de faire de nos collègues médecins, l'accessibilité aux soins, la sécurité de nos patients. Je me suis dit, et pourquoi pas tenter une carrière de régulateur. Alors, à ce moment-là, c'est pourquoi je portais ma candidature pour me faire élire parmi le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans un but unique. Ce n'est pas, c'est un mandat bénévole, ça rémunère à rien, sauf que vous avez la main de suivre ceux qui sont en formation, les futurs médecins, les médecins en exercice, comment nos patients sont satisfaits, comment nos patients sont reçus dans les différentes structures, qu'est fait la structure telle dans un tel point, est-ce qu'il y a un respect de protocole, est-ce que les médecins savent la loi, est-ce que les médecins savent leurs droits, leurs devoirs envers les patients, est-ce que les protocoles avec lesquels les malades sont pris en charge, est-ce que ce sont des protocoles standards? C'est dans un but de la régulation de la profession médicale que je me suis dit, je me fais élire pour être membre du Conseil national de l'Ordre des médecins. Même avec peu de voix, je suis parvenue à être secrétaire. Je suis actuellement, ça fait bientôt 7 ans que j'exerce cette fonction et même avec un mandat bénévole, ça constitue une fierté pour moi. Et ce n'est pas seulement une expérience locale, c'est aussi une expérience régionale. C'est l'ouverture au niveau des pays de l'Afrique de l'Est, c'est l'ouverture au niveau africain, c'est l'ouverture dans le monde de la profession médicale. La médecine ne doit pas s'exercer dans un enclave fermé, dans une enceinte fermée, mais c'est l'ouverture, c'est la régulation, c'est la mobilité des professionnels, c'est tout un monde fascinant que j'avais envie d'affronter, d'expérimenter. Et j'en suis fière. Alors, chapeau, vraiment, de se dire que il y a encore des gens
qui pensent à une profession, qui pensent à un poste pareil, une charge pareille, à l'assumer sans pour autant que ce soit rémunéré, mais pour le bien du patient, pour le bien du pays et pour le bien des médecins. En tant que futur médecin, je salue le courage, je salue cette personne. Je salue vraiment ce cœur-là. C'est incroyable. Parlons maintenant des qualités d'un leader. Quelles sont les qualités que vous jugeriez nécessaires pour un leader dans le domaine de la santé? Bon, quelqu'un qui doit être leader dans le domaine de la santé, je dirais que d'abord, être médecin, c'est une vocation. C'est une vocation, si vous vous dites, moi, je suis là pour la santé de mon patient, l'amour pour le patient, il faut d'abord accepter de se donner pour les autres. Il faut pas, en fait, même en exercice libéral, ce n'est pas le comptage de ce que je reçois des malades qui intéresse. C'est plutôt la satisfaction de celui que je reçois. C'est aussi l'idée, donc c'est la vision globale de la santé. Donc, quand vous avez des tendances, quand vous avez un patient, je le reçois et puis je l'envoie pour l'un ou l'autre examen ou chez un collègue. Quand vous n'êtes pas vraiment leader de santé, vous dites j'ai fini ma tâche, le reste vous allez vous en débrouiller. Donc vous laissez le malade se débrouiller. C'est aussi être leader, c'est aussi dépasser l'exercice de travail du cabinet, mais avoir une vision au pays, une vision nationale, une vision région. C'est une vision régionale. C'est être un leader de la santé, c'est s'occuper aussi de ces systèmes sanitaires. Est-ce qu'un malade qui se fait transférer dans l'hôpital périphérique tel, est-ce que son parcours est bien tracé? Est-ce qu'il y a tout pour que ce malade que je réfère à mon collègue chirurgien qui est à 100 km de là où on est-ce qu'il y a une ambulance? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une facilité de passation, d'accès aux soins pour ce patient qui se fait transférer d'un camp à l'autre? Donc, c'est une vision, c'est de vouloir faire mieux, faire plus que ce qui doit être fait comme une charge. Donc, c'est-à-dire, si moi je suis en consultation, si je me dis que tout ce qui me concerne, c'est de finir autant de malades qui m'attendent. Après, je vais m'occuper autrement. Si on se limite là, on n'est pas leader, on n'est pas visionnaire de santé. À ce moment-là, c'est aussi se poser la question, est-ce que mon malade, si je lui fais le demande, où est-ce qu'il va trouver les médicaments? Est-ce qu'il y a l'accès est-ce que sa poche me permet d'acheter les médicaments que je lui ai fait? Est-ce que les bilans que j'ai prescrits vont être faits? Avec quoi? Est-ce que mon patient a un accès aux soins? Est-ce qu'il a une mutualité? C'est penser grand. Est-ce que le personnel de la structure où je réfère mon patient, est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'il y a un service de garde qui est organisé parce que mon malade va arriver à un service de nuit? Est-ce que c'est tout un système, régulation, prise en charge du malade, gestion personnelle, gestion globale. Merci beaucoup. Passons maintenant à une des autres questions. Pensez-vous que les femmes apportent un leadership différent dans les institutions médicales? Vous savez que nous sommes parmi les chanceux d'avoir une femme à la tête du ministère de la Santé publique. C'est quelque chose de plus important. Une femme fera mieux parce que, vous savez, les femmes ont cette particularité d'être sensibles. La sensibilité aux besoins de notre population. Non seulement la sensibilité, c'est aussi le combat continu contre les stéréotypes. C'est dire telle institution n'a pas besoin d'avoir une femme à la tête parce que ça fera pas mieux. Donc, elle est toujours dans son combat
mais je pense que déterminer, c'est possible. Et d'ailleurs, ça fait mieux largement si on a ce sens de responsabilité, si on a cette vision de leader de santé et si on est outillé pour être à cette bonne place. Et je pense que les femmes sont capables. Wow. Ok, on note ça quelque part. Les femmes outillées et responsables peuvent faire even mieux que les hommes et peuvent faire plus car elles ont cette sensibilité aux besoins. Par rapport aux défis, est-ce que, selon votre parcours, vous avez à un moment donné ressenti qu'être une femme pouvait être un obstacle dans le domaine médical? Oui, je me rappelle parce que je pense qu'il y a quelque chose qui reste un peu barrière. C'est des fois, pour certains professionnels, pour certains confrères, il y a il faut des phrases qui sortent. Il fait mieux pour une femme. Ah. Il fait mieux pour une femme, donc une femme qui embrasse la carrière de chirurgien, une femme qui embrasse la carrière de super interniste. C'est dire on est toujours méfiant dans ses qualités, sans pour autant qu'on ait la preuve. Alors, je me dis que en 2026, quand même, on est bien avancé, mais il faut toujours démontrer que vous êtes capable, il faut toujours prouver. Alors que chez le collègue masculin, être un homme, ça suffit pour être compétent, un bon chirurgien, on ne doute pas du tout. Alors que vous, même après 10 ans d'expérience, il faut toujours démontrer que la femme peut, que les femmes est capable. Il faut montrer ce que vous avez. Mais pour y croire, il faut vraiment autant de preuves. À travers ce que vous nous racontez là, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment vous avez pu imposer votre voix, votre expertise dans cet espace purement masculin? Il faut être patiente. Vous arrivez, on doute de ce que vous savez, de ce que vous pouvez, et vous allez prendre du temps pour le prouver. Et ça existe. Et ça a toujours été ainsi. Donc, c'est par les cas concrets. Vous savez, en médecine, si on doit savoir que tel est un bon médecin, même les malades peuvent le dire. Même ceux qu'on soigne sont capables de prouver cela. Et c'est après que, finalement, devant ce cas, finalement, oui, donc, elle s'affirme, et finalement, elle est capable. Donc, donc, ce n'est pas venir. Attendez, je sais que vous me connaissez comme une femme faible qui ne peut pas. Ce n'est pas se mettre au micro pour parler. Je peux vous défier. Tout ce que vous croyez, c'est pas vrai. Non. Et des fois, c'est oser ne pas prendre la parole même quand vous l'avez. C'est oser dites, je vais tenter ce que je peux, et après ce que vous aurez fait, on finira par comprendre. Mais ce n'est pas prendre le micro, je vais vous faire comprendre. Il y en a qui mettent du temps pour vous comprendre, qui mettront du temps pour vous faire comprendre. Mais il faut être persévérante, il faut être celle qui n'abandonne jamais, et c'est de cela ma qualité première, même quand ça ne marche pas, je tente. Je baisse la vitesse, je tente, je remonte. C'est de cela qui, finalement, m'a fait arriver là où on est. Et finalement, de montrer que nous sommes capables. La femme peut, mais il faut prendre du temps. Wow! Oser ne pas prendre le micro même quand tu l'as. Ça, c'est une phrase d'accroche qu'on devrait utiliser pour le 8 mars. Ne pas se bourrer la tête, ne pas essayer de convaincre les gens, mais laissez vos actes les convaincre. Waouh! Ouais. Ça, c'est beau. Mais en dehors de tout ça, en dehors d'être secrétaire du Conseil national du Conseil de l'Ordre des médecins, en dehors d'être femme médecin spécialiste, et d'ailleurs de renommée nationale, en dehors de tout ça, vous êtes aussi une maman
vous êtes aussi une épouse. Alors, parlez-nous de comment vous arrivez à gérer la responsabilité familiale et votre carrière si exigeante. Ben, je me suis mariée quand j'étais en sixième année de médecine. J'étais interne. J'étais une étudiante qui devait se faire évaluer. Et pour certains de nos maîtres, c'était pas dire je suis une femme, je suis occupée, je ne peux pas venir, je ne veux pas être à l'heure. Non, c'est à ce moment-là qu'il fallait commencer l'expérience d'oublier que je suis une femme, me montrer que vous êtes une étudiante qui ne pense qu'à sa matière, qu'à ses patients, qu'à ses stages, qu'à son cursus de formation de médecine. À ce moment-là, donc, en fait, j'avais un atout. J'avais un mari qui me comprenait, qui savait bien les exigences du métier, dès la formation, même en pleine carrière. C'était la compréhension familiale. Donc, ce que je ne pouvais pas faire, il pouvait le faire, il m'aidait, il le faisait à ma place. Et pour les jeunes enfants, les enfants, ce sont des anges. Ils grandissent comme vous les éduquez. Pour moi, comment est-ce que ces trois jeunes enfants que j'ai eus avant la formation du troisième cycle, comment faire pour qu'ils restent à être élevés, parfois à mon absence, parfois vu pour un petit moment, c'était tout le monde était avisé. Vous arrivez à 3 ans, à 5 ans, vous n'attendez pas de faire votre devoir parce que maman n'est pas encore arrivée. Ils avaient la consigne, je fais le devoir, maman viendra pour corriger. Ils avaient la consigne, ils n'attendaient pas maman pour dormir. C'était la rigueur dès le jeune âge. Est-ce que ça a aidé? Oui, ça a aidé parce que le premier commence à faire de bons parcours scolaires, ils ont de bonnes performances. Ça n'a pas influencé leurs résultats, même si à un moment j'étais obligée d'être absente, alors qu'ils avaient beaucoup besoin de moi. Donc, tout est, quand vous donnez les formations, quand vous êtes honnête avec les enfants, votre mari ou votre femme, avoir sa carrière, des exigences, ça ne peut pas nuire à l'épanouissement familial. Au contraire, ça peut aider parce que vous vous occupez à faire l'étude. J'avais pas de temps pour faire autre chose, pour faire de sorties. Il y a des choses quand même un peu sacrifiées. L'accessoire, vous ne faisiez pas. Lorsque j'étais pas à la faculté, j'étais à la maison, j'étais avec les DAD, j'étais avec tout ce qui doit être fait pour une femme dans un foyer. Et c'est possible aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui sont en train de faire leur cursus de médecin, n'hésitez pas. C'est possible, ça se concilie, mais il faut des stratégies. Il faut être résiliente, il faut être courageuse. Il ne faut pas hésiter je me rappelle, mon troisième enfant, je vais accoucher un samedi. À lundi, je me présentais au stage parce qu'il ne fallait pas être absent, sinon c'était un semestre à faire en plus. Heureusement qu'ils m'ont compris, mais c'était quand même de l'exceptionnel et ça a été. Waouh, vous avez accouché samedi, lundi vous étiez à la faculté. Ah oui, oui. Mesdames, vous l'avez compris, on vous le dit toujours, choisissez bien votre conjoint, vous n'écoutez pas. Il est temps que vous l'écoutiez et que vous le mettiez dans vos têtes. Le bon conjoint peut faire de ta carrière une carrière magique, peut faire de ta vie une vie facile et une vie moins de soucis. Oh God. Ça, je ne cesserai jamais de vous le répéter, mesdemoiselles. Nous arrivons à la fin de notre discussion, qui d'ailleurs était très chargée, qui d'ailleurs était pleine d'informations, pleine de grands mots et pleine d'inspiration. Notre question, je sais même pas comment je vais l'introduire, celle-là, la dernière de notre question. Oh. Voici la question.
si si vous deviez donner à une jeune femme, une jeune fille qui nous écoute, un conseil, une jeune femme ou une jeune fille qui souhaite devenir médecin ou qui souhaite faire une carrière exclusivement consacrée aux hommes, qui a encore peur d'oser, qui a encore peur d'ouvrir cette porte qui lui est fermée, que lui diriez-vous? C'est douleur. Ce que j'ai à leur dire, chères filles, chères nièces, chers nos enfants, jeunes filles, n'hésitez pas à apprendre à embrasser une grande carrière d'ingénieur, de médecin, embrasser de chercheuse. Tout est possible, toutes les portes sont ouvertes à condition d'être déterminé, bien discipliné. Si vous êtes là pour vous dire tout ce qui peut m'empêcher à sortir quand je veux, tout ce qui peut m'empêcher d'aller regarder un film que je ne veux pas faire ça, vous n'allez pas faire grand. Il faut être déterminé, il faut séparer l'accessoire de l'étude. Vous embrassez une carrière, ça se prépare. Il faut avoir de bonnes performances scolaires. C'est-à-dire, il faut travailler dès le bas âge, il faut travailler dès le primaire. Même si vous avez une note moyenne, lorsque vous êtes préparé à travailler tout le temps, à ne pas perdre de temps, à gérer votre temps, parce que le problème actuel, c'est la gestion du temps. On perd beaucoup de temps avec les réseaux sociaux, on perd beaucoup de temps avec les distractions diverses. Si vous êtes déterminé à ne pas vous distraire, gérez votre temps, même avec une note moyenne, des performances qui ne sont pas trop énormes, vous pouvez faire grand. Il faut juste être déterminé, continuer avec votre cursus, ne pas compter les années, parce que des fois ça peut paraître long. Je me rappelle d'une nièce à qui je disais, mais pourquoi tu fais pas la médecine? Elle m'a dit, non, moi je peux pas faire plus de 3 années à l'université, c'est trop long. Mais actuellement, vous finissez, l'école secondaire se finit à peine à 18, 17. Si vous avez encore 6 ans à faire, ça va faire 23 ans, mais vous avez tout votre temps. Ayez le courage, la femme peut, pour vite, à condition d'être déterminée, et prenez des modèles que nous sommes, et nous sommes disposés à être à vous fournir un mentorat utile pour embrasser les grandes carrières que nous avons faites, et bien d'autres existent. Merci beaucoup premièrement pour votre temps qui est assez difficile. Merci pour cette expérience, merci pour cette inspiration, merci pour ces conseils prodigués à toutes ces jeunes filles. Merci pour votre sagesse. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour m'avoir donné ce micro. C'est la première fois. Je viens de faire 10 ans d'exercice d'hépatogastroentérologue. C'est la première fois que je prends le micro pour parler de mon parcours. Si ça intéresse, n'hésitez pas, même pour la prochaine fois. Je serai disposée. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable fin de journée à tous et à celles qui nous écoutent. J'espère que cette émission vous aura permis de grandir, de vous inspirer et surtout de penser à impacter votre communauté. C'était votre présentatrice Ineza Kadimerveille sur la radio Indondi Culture 88.2 et 99.9 MHz dans l'émission She Knows de Iris News. À bientôt pour notre prochaine émission. Bye!